Voilà. Je ne sais pas si le frère qui s'occupe du caméra peut projeter sur l'écran l'image, la photo où Chang Lạc a fait la méditation des bisous à sư ông. J'ai apporté la photo que Chang Lạc a fait une méditation de bisous à sư ông. Voilà. Je vous présente ma plus jeune sœur de la famille, Sensi. J'ai 80 ans, dont elle a 78 ans. Et son fils, c'est Anh Sam Bùi. Et son petit-fils, Chang Lạc, vrai bonheur. Et tous les trois ont pratiqué depuis l'ouverture du village des Pruniers, depuis Phương Vân Am jusqu'au village des Pruniers, jusqu'à ces jours. Et je vais raconter très brièvement ce qu'elle a fait. J'ai une photo de la biographie de Thầy, où Thầy, notre maître Thich Nhat Hanh, a fait une perception que le Vietnam peut être sauvé de la colonisation française, des guerres fratricides, pour faire la paix et pour grandir. Et cette perception est à réaliser et nous sommes tout le long avec cette réalisation. Il a érigé l'école de la jeunesse sociale et ma sœur est dans la photo, parmi les dirigeants. Voilà, moi à côté de ma sœur. Voilà. Et quand j'étais petit, j'étais adolescent, avant de rencontrer Thầy, j'ai aussi essayé de ramasser les graines de riz. Je frappe la maison des voisins pour dire « Est-ce que vous pouvez me considérer comme un oiseau et manger les petits grains de riz dans vos marmites ?» Donc, quand vous faites 5 bols de riz pour cuire, vous allez prendre une poignée pour garder pour les enfants qui ont faim. Et ma sœur a fait la même chose. Et nous avons frappé les portes des adultes et plusieurs maisons ont donné une poignée de riz par repas pour les enfants qui ont faim. C'est très facile. On a rassemblé beaucoup de poignées de riz. Et avec des amis, on a fait des tas de riz, bien sûr de différentes sortes. Et on divise 15 kilos de riz pour un enfant qui n'a pas un repas à manger à midi. Et jusqu'à maintenant, je continue à soutenir 4733 enfants qui n'ont pas un repas de midi. Voilà. Et donc, Sam, vous avez entendu dire que depuis longtemps, j'ai parlé qu'il y a la transmission des habitudes de papa, de maman aux enfants. Papa a des qualités, les enfants ont reçu tous. Mais papa et maman. Et si papa a des énergies négatives, quand on touche la terre, on sent papa plein de talents, de qualités, maman plein de talents. Et quand on touche la terre, on pose les choses par terre, les choses qu'on déteste, les habitudes qu'on déteste en papa. Alors, le petit Cham était même plus jeune que Vrai Bonheur, que Chang Lạc, est venu et j'ai demandé où est ton père. Je lui ai dit mon père c'est terrible. Chaque fois que je suis tombée, il m'a dit comme c'est stupide de marcher de telle sorte que tu es tombée. Et une fois je suis tombée en faisant la bicyclette et j'ai cogné la tête sur terre et il est presque voulu me battre parce que comme tu es si stupide de pédaler de cette manière. Sœur, un tel papa, c'est terrible. Quand j'aurai les enfants, je les cajole, je les aime, je ne fais pas hurler quand il est tombé.
Alors, quelques semaines après, on est en train de nous asseoir sous la chaîne au hameau du Bas. Et sa maman est en train de rester à côté de moi, et lui aussi, et sa petite sœur. Elle est maintenant médecin aux États-Unis, mais elle était une petite sœur de 4-5 ans. Elle a joué au balançoire, une autre sœur a poussé si fort, et elle a éclaté en rire, et la deuxième poussée, elle est tombée par terre, elle s'est cognée, elle a du sang. Et alors que sa maman et moi, nous avons essayé d'aider la petite, et le petit Cham a disparu. Il a fait une marche méditative. Parce que tous les enfants, est-ce que vous êtes au courant, quand on est en colère, qu'est-ce qu'on fait? On ne dit rien, on ne hurle pas, on ne pleure pas, on revient à son souffle et on marche. Calmement, calme, je me calme, je relâche les tensions, je me calme. Et c'est ce que son père a fait quand il est même plus jeune que toi, vers 9 ans. Il a marché, je ne savais pas. Et quand les pansements ont fait, on est en train de discuter et le petit garçon est venu pour me tirer la robe. « Sœur, j'ai quelque chose de très important à vous raconter. Vous savez, quand j'ai vu ma sœur tomber, j'étais si furieuse et j'ai voulu hurler comme tu es stupide de jouer avec les autres comme ça. Mais heureusement que je n'ai pas dit et j'ai fait une marche méditative, j'ai fait une course. Calmez. Je me calme. Je me détends et je marche environ 10 minutes et je me suis dit, mais j'ai presque fait comme mon père. Je déteste mon père quand je suis tombée et papa a dit que tu étais stupide. Et puis maintenant, j'ai presque hurlé à ma petite sœur que tu es stupide. Alors, je continue à marcher, calmer. Et puis, je me suis dit, mais je vous ai promis que je ne vais pas faire comme papa, avec ses habitudes terribles. Et pourtant, j'ai fait quand même. Cela veut dire que mon père est aussi victime d'une transmission des habitudes négatives de mon grand-père ou les autres générations. Oh, pauvre papa, il est seulement victime des autres générations. Et moi, j'ai la pratique du village de Prunier. Je sais marcher quand je suis en colère. Et papa, on n'en a pas. Et parfois, il est en colère, il parle des choses terribles. Et il nous a fait souffrir. Je dois rentrer en Suisse pour aider mon père. Et un garçon de 9 ans a dit de cette manière. Il est déterminé. Il est maintenant un grand enfant qui s'occupe de sa maman. Il a ouvert une caisse d'épargne pour maman, une caisse d'épargne pour papa, parce que le caractère de maman et papa est très différent, mais je ne sais pas. Et puis une caisse d'épargne. Un petit montant pour les enfants qui ont faim au Vietnam, un petit montant aussi pour les parents de sa femme, c'est-à-dire du côté maternel. Il est le seul salarié, mais il gagne un bon salaire. Et sa femme doit s'occuper des enfants. Il a aussi une petite caisse d'argent pour la famille de sa femme, et aussi une petite caisse pour les enfants du Vietnam. Et ce que j'ai beaucoup admiré, c'est une caisse inattendue. S'il y a des orages, s'il y a un typhon, et au Vietnam, on n'a pas d'argent. Si on réserve seulement 100 € par mois ou 50 € par mois, ce n'est pas suffisant. Donc il met un extra pour le désastre naturel. Et s'il y a 3 ans après, il n'y a pas de désastre naturel, il prend cet argent pour faire un petit pont pour relier dans les régions très lointaines où les petits villages sont isolés et on doit traverser par un petit sampan et les enfants risquent d'être noyés. Donc, il faire des petits ponts ici, des petits ponts là, et ce sont des projets. Et maintenant, Tiong là, bon, il est un grand frère. Hein. Il ne tape jamais ses petites sœurs, même parfois elles sont turbulentes, mais il est très gentil. Et aussi, il a appris la méditation mais la méditation des bisous. Dès qu'il est au village Éprunier, il pratique la méditation des bisous. Et il y a une photo. J'ai apporté une photo qu'il est en train de faire un bisou à Thaï.
Mais sinon, tant pis. Donc, merci pour votre présence. Maintenant, vous pouvez vous retirer. 3 générations. Il y a déjà 2 générations, vous et les enfants, et j'espère que les petits-enfants feront la même chose. Et la pratique aide la famille. Maintenant, je me suis présentée. Comment je m'appelle? Chân không. Chân không, ça veut dire quoi? Vrai? Non. Chân, ça veut dire pied. Voilà, mes pieds. Mais không, ça veut dire vite, les pieds vite. Sister, pieds nus. Je m'appelle sœur pieds nus. En anglais, barefoot sister. Ça, c'est mon nom donné par les enfants. Sœur pieds nus ou sœur barefoot. Mais mon vrai nom, c'est Chân, ça veut dire vrai. Et Không, ça veut dire pas une entité séparée. Vous voyez que j'ai une statue, vous pouvez prendre une photo de moi, vous pouvez voir ma carte d'identité, et pourtant, à l'intérieur de moi, j'ai plusieurs liens. J'ai des liens avec ma mère, bien que j'ai 80 ans, et ma mère est déjà décédée, mais je sens toujours qu'elle est présente en moi. Mon père est présent en moi. Il y a des liens. Parce que quoi, quand j'étais petit, quand j'étais conçue dans le ventre de maman, vous aussi, quand vous êtes dans le ventre de maman, il y en a un petit cordon qui vous lie avec le placenta, c'est-à-dire comme une sorte de crêpe qui est collée à l'utérus de maman, c'est-à-dire le ventre très derrière les intestins. Et l'utérus en vietnamien est appelé quoi? Tử cung. Tử, ça veut dire enfant, et cung, ça veut dire palais. Dans l'utérus, il y a le palais de l'enfant. Toutes les mamans, même si tu es jeune, tu as aussi le palais de l'enfant. Quand tu es plus grand, tu auras un enfant. Et quand l'enfant est conçu, donc, avant que je suis sortie du ventre de ma mère, j'étais une toute petite boule. Toute petite boule. Petite boule. Les cellules, une ovule de maman avec une cellule de papa, de mon père. J'étais une petite boule. La petite boule a grandi, mais la petite boule a toujours un lien appelé cordon ombilical. Pourquoi ombilical? Est-ce que vous avez un nombril? Tout le monde a un nombril. Hein? Touchez votre nombril. Voilà. Ça, c'est la fin du cordon ombilical. Le cordon qui lie au palais de l'enfant dans le ventre de maman. Et en ce temps-là, vous étiez très petit. Maman a mangé pour toi. Et toute la nourriture entre en toi par le cordon ombilical. Et puis, maman a respiré, maman est heureuse, tu te sens heureuse aussi, le petit fœtus sent heureuse. Et maman a souri, le petit fœtus a souri à l'intérieur du ventre de maman. Et quand maman est triste, le petit fœtus est aussi triste. Et puis, quand il est sorti, il doit apprendre à respirer par elle. Dans le passé, dans le palais de l'enfant, c'est maman qui respire, maman qui mange, maman qui urine, maman qui fait tout. Mais maintenant, l'enfant doit faire lui-même toutes les actions. Il respire et puis, bon, il peut respirer. Il a crié ou sourire ou quelque chose. Sourire, on va couper le cordon ombilical. Et ça reste une cicatrice, c'est le nombril. D'accord? Et on pense qu'on est déjà sorti du ventre de maman et on est libre. Bien sûr, on est libre. Mais on est lié quand même avec maman. On a besoin un peu de lait. On a besoin un peu de ceci, cela, et maman continue à nous protéger. Mais à un certain temps, tu n'as plus besoin de toutes ces protections-là, mais il y a quand même un lien. Et moi, à 80 ans, j'ai toujours des liens avec ma mère, avec mon père, avec tous mes voisins, avec tous mes
mes amis du Vietnam, mes amis de la France, mes amis en Europe, mes amis aux États-Unis. Je continue à avoir des liens partout. Et ça, c'est le cordon ombilical de toutes les personnes plus âgées. Et vous continuez à préserver, vous êtes toujours le vrai Khong, qui s'appelle, quel est ton nom? Roger. 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 Et le vrai vite Roger. C'est-à-dire, tu n'as pas un toit séparé, mais tu as des cordons ombilicaux sans forme, à ta maman, à ton père, à tes voisins, à ta soeur, et à ton frère, etc. Donc, continue à avoir. Et ce qui est intéressant, qu'on est en nous, il y a deux garçons. Toi, deux garçons, toi, deux filles. Mais deux filles, il y a une fille qui est méchante. Ah, je n'aime pas que tu me taquines, ma petite sœur. Mais il y a aussi un Bouddha, une Bouddha. Alors, si la petite fille est furieuse, elle est une méchante. Et puis, elle n'est plus, quelle est la petite fille, quel est ton nom? Lia. Lia. Il y a une méchante Lia qui hurle, qui a pleuré, mais il y a une Bouddha Lia qui est très gentille. Alors, aussi des vraies histoires, c'est de cette famille que j'ai appris beaucoup. La grand-mère m'a dit qu'un jour, c'est pas cette famille, mais une autre fille d'elle aux États-Unis. Un jour, elle est rentrée, elle a vu deux petits garçons, un à 7 ans, un à 8 ans, est en train de s'asseoir devant l'autel du Bouddha. Et elles ont pleuré. Et grand-mère est beaucoup impressionnée. Hein? Les deux garçons s'asseoir. Mais pourquoi ils ont des larmes? Alors, sa maman a dit, bon, ils se querellent. Et c'est sur le point de garer. Alors j'ai dit, où est le Bouddha Bảo Đăng? Où est le Bouddha Bảo Lan? Ah, revenez au Bouddha de toi. Et comment on doit se rappeler quand on est en colère de son souffle, de sa respiration. Et tu dois revenir à ton souffle. Je me calme, je relâche. Je suis fleur, je suis fraîche. Je suis montagne, je suis solide, je ne serai pas tiraillée dans ce côté-ci par la fureur. Je ne peux pas être entraînée dans l'autre côté par la colère. Non, je me calme, je relâche. Et c'est ce que font les deux petits garçons de 7 ans et 8 ans. Ils s'assoient devant l'autel du Bouddha, et plein de larmes. Et après, à un certain moment, ils se calment et ils font la méditation de l'étreint. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Et vous pouvez le faire. Même si tu es venu toute seule et ta sœur n'est pas là ou ton frère n'est pas là, on peut revenir à son souffle et parler. Quand on est plus calme, on parle gentiment avec ton grand frère qui te taquine souvent, par exemple. Et tu te calmes et tu dis, grand frère, tu es aussi un Bouddha. Il ne faut pas me punir de cette manière. C'est injuste. Et tu expliques d'une façon très claire, très ample, mais très fort pour être sûr que tu es un Bouddha, je suis un Bouddha. On doit discuter dans la paix, dans la sérénité, et on peut parler comme ça. Et la semaine dernière, la sœur Elénie a déjà dit, chacun de nous doit avoir 4 pierres, et chaque pierre, un caillou, 4 cailloux. Chaque caillou, il y a un mot qui s'appelle frais, fraîche. Et quand on est boudeuse, on n'est pas joli, on est moche avec comme ça. Et ta sœur a dit, fraîcheur, fraîcheur, tu souris. Alors on change du Bouddha, de Léa Bouddhé en Léa Bouddha, sourire. Fleur fraîche. Et puis ta sœur continue à te tirer, ou le frère a dit, j'ai un autre caillou, montagne solide. Je ne serai pas perturbé
par les taquineries de ma sœur ou de mon frère. Non, je souris, je suis libre, je souris. Et ça, ce sont les cailloux que je pense que les frères et les sœurs vont rapporter à vous. Vous pouvez faire et sortir et jouer avec ces fleurs fraîches, les 4 cailloux. Les frères vont vous parler sur les 4 cailloux. Fleurs fraîches, montagne solide, quoi encore? Eau tranquille, espace libre. C'est dans cette occasion, je partage un petit peu avec les adultes, mais vous pouvez le savoir. Et c'est un enseignement pour les enfants, pratiqué pour les enfants, mais plusieurs adultes ont pratiqué. Et un jour, un monsieur est venu pour voir Thay avant le départ de Thay, avant que Thay prenne l'avion du Canada en France. Et la dame a dit, oh, finalement, j'ai pu emmener mon mari. Il est sur le point de mourir. Il a un cancer. Il a eu 62 chimiothérapies. Et il a perdu tous les cheveux. Il va mourir. Et Thay a seulement 5 minutes à donner des enseignements. Il a tout simplement dit que, vous savez, si je suis sur l'avion et si l'avion est sur le point d'être explosé par le terroriste, je vais dire, je vais faire quoi? 10 minutes, 5 minutes à survivre. Alors j'inspire, je me sens comme une fleur. J'expire, je suis fraîche. J'inspire, je suis une montagne. Je suis solide, je tiens à me rester avec la solidité, la fermeté, la fleur fraîche. Et j'inspire, je suis l'eau tranquille. Je ne serai pas perturbée par tous les marchandages entre le terroriste et le pilote. Je suis l'eau tranquille. Et puis je suis en train d'inspirer fleurs fraîches et l'avion va exploser. Je serai des fleurs fraîches dans les daisies, dans les parquerettes, dans les boutons d'or. Et puis si je suis en train d'inspirer pour expirer, et je suis espace libre. Je serai l'espace libre autour de moi. Et il a dit que j'ai pratiqué comme ça, si l'avion va exploser. Et puis le monsieur a écouté. Il a seulement 7 exercices à le faire. Et 6 mois, 1 an, il est encore vivant. Et je lui ai demandé, quand j'ai eu l'occasion d'aller au Canada pour poser la question, il a dit, pourquoi vous pouvez rester fleurs fraîches, montagne solide? Il a dit que oui, j'ai failli de mourir. Et je me suis dit, tant pis, je vais inspirer fleurs fraîches, montagne solide, et je serai quelque chose quand je... Et je n'ai pas révélé à ma femme et à mes enfants que je vais mourir, parce qu'il est très fatigué, 62 chimiothérapies. Il est toujours très faible. Alors il a donné un bisou à sa femme, une méditation de l'étreinte à sa femme, à ses enfants, et il se préparait à mourir. Il s'est allongé, fleurs fraîches, montagne solide, tant pis, je partirai en montagne solide ou en espace tranquille, libre. Et puis, je me suis endormie pendant 6 heures. Je me suis réveillée bien portant. Et j'ai préparé le dîner. Et saisissant cette expérience, chaque fois que je me sens fatiguée, je me suis allongée et je fais la relaxation totale. Et fleurs fraîches, montagnes solides. Et je me suis échappée de la mort 2 ou 3 fois avant que ma santé regagne. Et gagner. Voilà. Et puis, je dis cela, ce n'est pas pour vous dire que si vous avez des chimiothérapies, il ne faut pas le faire. Il faut le faire, mais c'est la peur qui tue la personne. Et ce monsieur, parce qu'il n'a pas peur, et il a dit, tant pis, je serai montagne solide ou espace libre. Et puis, il a survécu. Et il a survécu 13 ans. À la 13e année, il a une querelle très forte avec sa femme. Elle a voulu quitter la famille, elle a parti.
Et puis, il est hospitalisé, il est décédé dans 3 jours avant le retour de sa femme. Donc, quand on a une santé fragile comme ça, le point clé, c'est ne pas peur. Suivez vos thérapies, mais dans la non-peur. Et dans la non-peur, vous allez surmonter. Voilà. Merci, les enfants. Vous pouvez vous retirer et apprendre les 4 qualités des 4 cailloux. Vous savez que notre conscience est divisée d'une façon très simple par taille. La partie supérieure où vous êtes en train de m'écouter, on appelle la conscience mentale. Et il y a derrière nous, on m'a demandé où est cette conscience profonde. Cette conscience profonde est dans chacune de vos cellules. Maintenant, la science a prouvé que ce sont des gènes, des ADN, que vous avez reçus de votre père, de votre mère, de votre arrière-grand-père, vos aïeux, tous sont chacune. Et cette partie profonde de votre conscience, d'une façon érudite, on dit la conscience des tréfonds. Mais de ma façon très simple, je dis le magasin de toutes les semences que vous avez reçues via vos yeux, vos oreilles, votre langue, votre nez, votre corps, le toucher. Et ça entre ici, comme une semence ici, on appelle une semence. Et donc, vous avez une semence de ma voix, une semence par le nez, vous avez des semences de la cuisine du village des Pruniers. Et pendant 6 mois, quand vous rentrez, vous êtes chez vous, vous entendez le téléphone. Allô, allô, est-ce que Bernadette est là? Ah, mais c'est Tiankang, vous m'avez appelé d'où? Oui, j'ai appelé de la Thaïlande. Et puis donc, pourquoi vous avez reconnu? C'est ma voix, c'est pas la voix de Sœur Tao Nghiêm. C'est parce que vous avez reçu une semence de ma voix ici. Et c'est ici que vous avez reconnu que c'est la voix de Sœur Tiankang. C'est pas la voix de Sœur Tao Nghiêm. Et puis, un jour, sur le quartier latin de Paris, sur la cuisine du village des Pruniers. Donc, mais parce que vous avez des expériences vécues avec l'odeur de la cuisine ici, et c'est tombé ici, et en marchant sur le quartier latin, c'est la cuisine du village des Pruniers, on a fait le tiayor, on fait le nem, et bien sûr, le nem à Paris, il y a des crabes, des porcs. Au village des Pruniers, il n'y a pas de crabes de porc, mais aussi bon. Alors, c'est le nem du village des Pruniers. Voilà. Et ce sont des expériences vécues comme ça. Alors, quand vous tombez, vous rencontrez une personne, vous ne rencontrez que ses yeux, ses oreilles, son langue, son nez et sa personne physique. Et vous n'avez pas pu voir toutes les semences qu'ils ont reçues dans la conscience des tréfonds. Donc sa culture, l'éducation de cette famille est différente de l'éducation d'autres familles. Même si on est français, mais on est français un peu origine espagnole, italien, on a d'autres expériences vécues. D'autres Français d'origine européenne ont des expériences vécues différentes. C'est pourquoi quand vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, vous avez une perception de cette personne. Et ça, c'est le point clé de toutes nos misères et toutes nos euphories sans fondement. C'est parce qu'on a perçu seulement 5, 6, 7 caractéristiques de cette personne. Et on a un coup de foudre. On a un coup de foudre parce que son visage est exactement ce que j'ai imaginé. Parce qu'à l'âge de 3-4 ans, dans votre famille agitée, il y a une cousine de maman qui est venue avec une jupe bleue, plus longue que le genou, une chemise blanche, elle a des cheveux tendres, et elle a parlé tendrement au petit garçon.
Et donc, il y a une semence de tendresse d'une fille avec les cheveux longs et la chemise blanche, un jupe bleue. Et donc, aussi, la maîtresse, l'institutrice de l'école maternelle a aussi des blouses blanches et des jupes comme ça. Alors, vous avez beaucoup de sympathie. Et puis, quand vous rencontrez la façon dont elle parle, elle grogne, ou même si elle vous reproche, c'est pas comme les autres, c'est très tendre, très gentil. Alors, ça touche beaucoup de semences. La qualité numéro 1, c'est la jupe bleue et la chemise blanche. Qualité numéro 2, on marche comme ça. Qualité numéro 3, on s'est comporté comme ça. On a 7 qualités. J'ai trouvé la femme de ma vie. Alors, mais son éducation est tellement différente de votre éducation. Et tous les deux sont de bonnes familles. Mais il y a d'autres façons différentes. Parfois, tu vas traduire? Je dois parler plus lentement pour que la traduction soit possible. Vous tous sont en train de me regarder. Vous avez une perception de moi. Et ce que j'ai appris dans le bouddhisme, seulement dans le bouddhisme, qu'on m'a expliqué très clairement, que la perception est seulement une vue partielle de moi-même. Mais le désavantage, c'est qu'on croit qu'on voit toute la personnalité de ce quelqu'un. Et si vous avez fait des erreurs de jugement, c'est pas grave. Mais si vous êtes tombé amoureux de quelqu'un, vous êtes si sûr qu'il a cette qualité, cette qualité, cette qualité, cette qualité. Et vous attendez qu'il a d'autres qualités que d'après l'éducation de votre famille, ça c'est une qualité. Mais l'éducation de sa famille, ils ont une autre qualité. Par exemple, vous habitez Paris et vous avez un jeune frère qui venait de la province très loin, et il a besoin d'un petit appartement de chez vous, et vous avez plusieurs appartements, et vous pouvez laisser l'appartement au grand frère, au petit frère. Mais votre femme a dit non. Non, il doit payer un petit peu. Même si 100 € par mois, il doit contribuer 10 €. Mais 10 €, c'est rien. Pourquoi tu as forcé mon frère à faire cela? Bon, tu sais, les étudiants à Paris, ils peuvent trouver un petit boulot, je ne sais pas, mais très peu, et pour contribuer à ses dépenses. Et c'est l'éducation de ma famille. Ma famille, mon père, même nous sommes assez aisés, mon père et ma mère ne laissent jamais, chacun de nous reçoit de l'argent gratuitement. S'il veut quelque chose qui est un peu extra, il doit faire un petit effort pour apporter le café ou le thé à un bistrot pas loin, 1 heure par jour, ou 3 ou 4 heures par semaine, pour aider à ses dépenses. Et la famille va donner l'extra. Et pour qu'ils connaissent ce qu'est la valeur du travail, la valeur de l'argent. Ce n'est pas parce qu'on est avare, mais pour donner. Mais c'est l'éducation de la famille de votre femme. Et alors, si vous êtes choqué, je ne savais pas que tu es si avare. Alors, c'est pas bien. C'est pourquoi j'ai dit, quand on est en colère, ne parlez pas. N'exprimez rien.
Vous pouvez parler à vous-même. Je ne savais pas qu'il est si avare. Bon. Mais il ne faut pas le dire tout haut. Et on doit sortir, faire une marche méditative. Ou bien si au milieu de la nuit, on ne peut pas faire la marche méditative, on revient à son travail ordinaire. Bon, vous lisez quelque chose. Essayez de ne pas penser à ce qui vous est choqué. Et laissez les choses décanter, se calmer. C'est votre colère. Mais on ne dit pas tout de suite. On attend que tout soit calme. Et après ça, on va parler. Quand on est agité, on part pas totalement ce qu'on veut présenter. Et les mots ne sont pas gentils. Alors il vaut mieux qu'on se calme. Et si vous sentez qu'après avoir lu cet article, après avoir ouvert votre ordinateur pour résoudre des petites choses, mais vous êtes toujours en colère, alors ne parlez pas ce jour-là. Attendez 2 jours, et 3 jours, ou 4 jours, jusqu'à ce que vous pensez que votre colère est calmée. Il faut le dire. Dans le bouddhisme, on ne conseille pas qu'on supprime ses colères. On doit parler. Mais on parle de manière que l'autre nous écoute. Parce que si on part en colère, « Ah, tu es si avare, je ne savais pas que ta famille est comme ça. » Bon, ça repousse toutes les explications. Donc, on doit attendre 3 ou 4 jours et on essaie de trouver ce qui est bien de votre mari. Tu es très bien, tu étais très généreux dans telle occasion, tu es très généreux dans l'autre occasion, et pourtant aujourd'hui, tu t'es comporté d'une façon. Hier, bon, il y a 3 jours, tu as parlé de cette manière qui m'a beaucoup choquée, j'étais attristée, et je voudrais savoir la raison derrière ton acte. Il ne faut pas accuser, parler de votre colère, de votre mécontentement, mais il ne faut pas accuser. Il faut dire qu'on apprécie les valeurs de l'autre et on s'excuse qu'on n'est pas très calme dans l'autre jour, mais j'aimerais savoir la raison pour laquelle tu es si strict au point de vue de paiement du tout petit coin de chambre que nous avons eu. Pourquoi? Et j'ai besoin d'apprendre un peu de toi. C'est le moment pour vous d'apprendre ce qui se passe dans cette conscience profonde. C'est-à-dire, il y a des moments où, dans la famille, papa a gagné de l'argent, les enfants, mais les enfants dépensent trop. Et papa a dit, maintenant, pas de dépenses comme ça. Si vous achetez quelque chose, il faut une petite contribution de vous-même, travailler un peu, même garder les vaches, faire paître les vaches pour 1 ou 2 jours avant on te donne quelque chose et tu auras ce que tu as voulu. Et donc c'est l'éducation de cette famille qui est différente de votre éducation. Et c'est comme ça on peut aplanir. C'est-à-dire, vous êtes marié de quelqu'un avec 5 qualités. Mais le 6e, le 7e, le 8e, c'est pas dans l'éducation de votre famille, mais dans son éducation à lui, il a ces qualités-là. Et donc, on écoute l'autre sans juger. Et on parle de notre mécontentement sans juger, sans accusation. Et parce que quand on accuse quelque chose, c'est très dur d'avaler. Et quand vous commencez à accuser, je ne savais pas que ta famille est si avare. Alors, toutes les explications après, il écoute un petit peu, pas trop. Donc, il faut calmer, il ne faut pas condamner, il faut parler tout à haute voix ce que vous pensez et de votre ignorance de cette attitude et que vous voulez apprendre à comprendre. Aussi, parfois, quand on est malade, chez nous, dès le petit garçon, maman a toujours dit que tu as un coup de froid. Attendez, maman va faire une soupe chaude, soupe de riz, avec beaucoup de champignons, du gingembre, du poivre, du coriandre, et très chaud. Tu vas boire, c'est comme de l'eau, mais c'est la soupe de riz très, très diluée. Et tu bois un coup, 2 bols, tu vas
avoir beaucoup de sueur et tu seras guéri. Pas besoin de médicaments. Et c'est comme, et surtout la tendresse de maman de dire, tu vas boire une soupe chaude et diluée, très bien bon. Alors il se sent bien. Alors quand elle est mariée et il a un coup de froid, sa femme a dit, prends 2 paracétamol. Peut-être ça aide pas 2. Et vous êtes choqués. Tu ne peux pas même pas faire quelque chose pour moi mieux que le comprimé, le paracétamol. Alors, dans ce cas, ce n'est pas un grave problème. Alors, chérie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Une soupe chaude. Une soupe de quoi? Soupe de riz dilué avec du gingembre, du coriandre. Maman a fait. Ah, ta maman a fait comme ça. La prochaine fois, je vais téléphoner à ta maman pour demander comment on fait une telle soupe. Alors, les dissentements, on n'est pas choqué et le choc est transformé. Et c'est comme ça qu'il y a des couples qui vivent. Et bien sûr, il est tombé amoureux seulement de 5% d'elle. Elle est tombée amoureuse de 6% de lui. Mais il a 94 qualités et la façon d'agir différente. Elle a aussi. Mais chaque fois qu'on a un choc comme ça, on ne montre pas son visage très tendu et moche, mais on se calme, on fait des marches méditatives, on se calme, on fait le travail méditatif quand c'est le soir, on fait la vaisselle, on fait ranger les linges, de telle sorte qu'on est plus calme. Et quand on est plus calme, on attend, c'est calme, suffisamment calme, ok, je vais parler. Si c'est pas suffisamment calme, j'attends. Jusqu'à ce que vous pouvez travailler la deuxième partie de la pratique bouddhiste, la méditation bouddhique, dhyana. Dhyana, ça veut dire zen. En sanskrit, c'est dhyana. En pali, c'est cha. Mais dhyana, il y a 2 parties. La première partie, c'est samatha, s'arrêter, et regard profond. Vipassana. Ça, c'est le mot sanskrit ou pali. Et samatha, c'est arrêter. Stopper d'être dispersé. Donc, quand, dans le passé, maintenant le village des Pruniers est trop grand, dans le passé, on a seulement un endroit commun, et il y a une pendule qui sonne chaque 5 minutes, non, chaque 15 minutes. Ting, 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 ting. Alors on s'arrête et on se calme. On pratique le samatha. Samatha, c'est ne pas penser à ceci, ne pas penser à cela. On revient à son souffle. Je me calme. Je relâche les tensions. Je me calme. Je suis fleur fraîche. Je suis montagne solide. Donc, vous pratiquez le samatha pour que votre concentration est plus visible. Parce qu'on est toujours dispersé à penser à ceci, cela. Même vous êtes en train de me regarder, mais il y a beaucoup d'entre vous qui pensent « Oh, j'ai déjà écouté une fois. Oh, j'ai déjà écouté 3 fois. » Et il y a des jugements comme ça. Et alors, on pratique vraiment le samatha, c'est-à-dire arrêter de disperser et on regarde plus profondément. Et on voit profondément ce qu'on voit, le maximum qu'on puisse voir, c'est tout, pas trop. Et il faut être ample de notre perception. Et donc notre perception, c'est une vue partielle de nous-mêmes sur le village des Pruniers,
sur votre femme, sur votre mari, sur votre fils, sur votre fille. Vous pensez que vous avez donné naissance à votre fils et il a grandi pendant 16 ans avec vous et vous pensez que vous avez tout compris de votre fils. Non. En lui, il y a toute la conscience profonde, les semences qu'il a reçues du côté paternel, de son grand-père, son arrière-grand-père, et vous ne connaissez rien de la musique, et soudain, votre fils a joué très bien le violon. Mais parce qu'il a un arrière-grand-père qui est très fort en musique et du violon. Et donc, on doit être humble. Tout ce que j'ai expliqué très longuement, il faut se rappeler une fois, une seule chose, il faut être humble de notre vue, de notre perception, parce que la perception est toujours partielle. Et il y a des personnes qui ont vécu 10 ans avec sa femme, son mari et ses enfants, et il y a une dame. Et la famille est OK. Elle est venue au village Ébrunier 2-3 fois. Mais un jour, elle a rencontré un monsieur du Canada qui était très éloquent, très bien, qui parle formidablement sur le Dharma. Elle a avalé toutes ses paroles. Elle a dit, « Sœur, je suis tombée amoureuse de lui. Je n'ai jamais rencontré un homme si beau et si bien et se comporte de cette manière, d'une façon formidable. » Et j'ai dit, « Et votre mari ?» C'est de la fraternité. Moi et lui, on aime beaucoup, mais comme j'aime un frère, il m'a aimé comme une sœur. Et pourtant, ils ont un enfant de 9 ans. Mais c'est la fraternité, c'est pas un amour. Maintenant, j'ai trouvé mon amour. Parce qu'elle a trouvé en ce monsieur le caractère numéro 17. Son mari a seulement 1, 2, 3, 4. En vivant 10 ans, peut-être. Elle a connu 11, 12, 13, 14, 15, 16. Mais le caractère 17, son mari n'a pas. Son mari aime aussi le Dhamma, mais n'est pas aussi éloquent que ce monsieur. Et ce monsieur a expliqué les enseignements de Thay d'une façon très approfondie. Beaucoup d'admiration. Et j'ai dit, mais il faut faire attention. Hein. Vous êtes tombé amoureux du numéro 17, 18, 19 de lui. Mais il n'a pas le numéro 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et elle n'a pas voulu m'écouter. La pauvre, elle a parlé directement à son mari. On doit se séparer. Je dois aller au Canada pour vivre avec lui. Elle est allée 2 ans après. Je ne sais pas ce qui se passe, mais quand elle est revenue, tout, c'est comme une fantôme. C'est comme une fantôme. Très triste. Bon, elle a parlé vaguement. Bon, je ne vous ai pas écouté, mais vraiment, là-bas, elle est tellement différente. Bien sûr, s'il y a des conférences, des choses, il me parle très bien. Mais c'est un bazar chez lui. Il y a beaucoup de choses qui se comportaient totalement différentes des là-bas par rapport à mon mari. Mais c'est trop tard. Quand le bonnet est cassé, c'est pas facile. Et je ne sais pas comment faire. Je ne peux rien faire, j'ai déjà dit. C'est pourquoi il faut seulement humble de notre vision. Vous dites que il y a du terrorisme à Paris, mais c'est du côté de notre point de vue. Mais de l'autre côté, il y a des explications. De l'autre côté, il y a des explications. Et il faut être très humble de notre perception. Et c'est comme ça, on avance tout petit. Je dis cela, ce n'est pas on est pour le terrorisme, mais on avance un petit peu pour essayer de comprendre et essayer d'empêcher ce qui peut mener à cet accident terrible. Et donc, voilà. Et souvent, il y a des couples qui se marient. Bon, je vais vous expliquer une expérience. Il faut 21 jours de retraite pour que je puisse réconcilier ce couple. On était à Vermont. Il y a une retraite de 21 jours. La première fois que Thay a mené une retraite de 21 jours aux États-Unis, parce que dans le passé, il fait 5 jours, 6 jours au maximum. Et le premier jour, la police est venue. « Je cherche madame telle. » Pourquoi? Parce que son mari m'a dit qu'elle a déjà quelque chose de l'essence,
un bidon d'essence. Il va jeter sur moi, elle va enflammer, elle va me tuer. Parce qu'elle est trop furieuse de lui. Et la police doit venir, elle cherche, elle l'a cachée, on ne trouve pas. Elle s'est inscrite à telle chambre, mais on ne la trouve pas dans la chambre. Mais comme elle n'a pas brûlé, donc on ne fait rien. Mais la police est à l'attention de notre retraite. Bon, les enseignements de Thaï passent de jour en jour. Un jour, un monsieur, j'ai donné des consultations privées. Il y a un monsieur qui est venu pour dire que je veux avoir une consultation avec vous. Il a parlé longuement sur ce qu'il a rencontré sa femme. Sa femme est une Sud-Américaine, colombienne, qui a beaucoup aimé, s'est tombée amoureuse de lui. Elle était médecin en Colombie, mais son éducation n'est pas valable aux États-Unis, donc il a dû abandonner tout. Elle fait ses études aux États-Unis et ils se sont mariés, ils ont 3 enfants. Mais le mécontentement, l'éducation est tellement différente qu'ils ont beaucoup de problèmes. Alors j'ai écouté de son côté. Et puis il a dit, est-ce que vous pouvez recevoir ma femme? Mais je n'ose pas l'approcher, elle est à tel endroit. Alors j'ai reçu la dame, elle s'est plainte exactement comme le mari a dit, mais elle a donné des détails que je ne suis pas au courant. Et elle a donné des détails. Et puis une autre rencontre avec le monsieur pour expliquer que vous avez mal compris votre femme comme ça. Et là, non. C'est parce qu'il y a des raisons comme ça, elle a raconté. Alors j'ai enregistré tout ça, mais avec les paroles aimantes. Je ne vais pas, mon lit, il peut dire, oh, les méchants, il a fait comme ça. Mais quand j'ai raconté à sa femme, la deuxième rencontre privée avec sa femme, j'ai dit, vous savez, l'autre jour, vous avez fait comme ça, mais votre mari a fait, etc., gentiment. Et de son cœur de bonté, il a fait comme ça, ce n'est pas pour vous blesser, mais parce que c'est comme ça. Donc elle a ouvert son cœur pour comprendre plus. La perception erronée d'elle de son mari a élargi pour être plus proche de la réalité de son mari. Et la perception erronée d'elle, de son mari d'elle, a été élargie par moi parce que j'ai écouté la femme. Et après cela, ils ont compris tout ce qu'elle a souffert, ils ont compris tout ce qu'elle a fait. Et j'ai fait le 5e rencontre de couple, première rencontre du couple. Et je dis, monsieur, vous plaignez ce que vous plaignez de votre femme, et je vais remplacer votre femme pour répondre. Alors, il s'est plainte de ça, et j'ai expliqué, j'ai donné des explications très profondes d'elle. Elle est venue du Sud-Amérique, on n'est pas comme chez vous, il y a des difficultés comme ça. Et j'ai essayé, et j'ai dit à la dame, si je dis quelque chose de faux, il faut me corriger. Mais elle est contente, et j'ai expliqué tout, donc il a l'air désarmé de ce côté, et maintenant c'est elle qui va condamner le mari. Et elle a dit beaucoup de méchanceté, fureur, elle veut le brûler, elle brûler tous les enfants, etc. Elle va se jeter dans le feu avec les enfants, etc. C'est son calcul, on ne peut pas se jeter comme ça facilement. Mais après cela, tout est bien circulé, il y a une bonne circulation. Et puis j'ai dit, demain, vous revenez encore une fois, je vais vous guider le toucher de la terre parce qu'il a une racine native américaine. C'est pas caucasien, mais native américain, il y a des rites, je connais un petit peu. Et elle, du Sud-Amérique, et j'ai dit, amenez vos 3 enfants. Ils ont fait le toucher de la terre, on sent les ancêtres de 2 côtés, et puis après le 3 touches de la terre, j'ai guidé la méditation de l'étreinte. Et comme c'est merveilleux de traverser tout ce trajet jusqu'à maintenant, depuis 14 ans déjà qu'on est ensemble. On a traversé des trajets terribles, misérables,
Mais maintenant, grâce à la compréhension du fonctionnement de notre conscience, des tréfonds conscience mentale que nous avons pu comprendre les uns des autres. Et puis on s'embrasse, le couple, mais j'appelle les 3 enfants de venir embrasser et je les embrasse tous et on fera 6 personnes qui s'embrassent, et très heureux. Et après ça, il m'a demandé, sœur, vous pouvez enseigner la psychologie bouddhique à l'université de Burlington. Qui êtes-vous? Vous pouvez me donner un poste d'enseignement à l'université? Je suis le chef de tous les psychiatres de la région. Donc, par bonne chance que j'ai résolu, ça ne veut pas dire que je peux résoudre toutes les difficultés, hein, mais par bonne chance, et je suis humble de ma perception, et je pense que les ancêtres de ces enfants, de leurs enfants, ont beaucoup de mérite pour qu'ils puissent venir à une telle retraite et qu'on peut essayer de les guérir. Il y a d'autres cas, mais je ne veux pas vous perdre le temps. Il faut savoir que chaque fois que vous êtes choqué, furieux contre lui ou furieux contre elle, peut-être vous avez une perception partielle, une vue partielle de lui. Même si vous avez ouvert vos yeux, ouvrir vos oreilles, vous avez vu qu'une partie. Et au temps de Bouddha a dit très clair, quand il est éveillé, il a dit, c'est étrange. Tout le monde peut être éveillé, plein de lumière, de clarté d'esprit comme moi. Et pourtant, on voit seulement une partie et on est si sûr. C'est comme 3 aveugles, mais il est si sûr qu'il n'est pas aveugle. Alors, il a touché l'éléphant. Et il a touché une patte ou 2 pattes de l'éléphant. Et un aveugle a dit, « Oh, je suis sûr que l'éléphant est comme une colonne. » Parce que la patte de l'éléphant est assez robuste. Et l'autre aveugle, de l'autre côté de l'éléphant, a touché la queue de l'éléphant. A dit, « Qu'est-ce que tu dis? C'est pas une colonne. C'est un balai, parce qu'il a touché la queue de l'éléphant. C'est un balai, il y a une touffe de poils. Et puis, un autre aveugle de l'autre côté a touché les oreilles de l'éléphant. Qu'est-ce que vous dites? Ni balai, ni colonne, c'est plat. Et c'est comme ça qu'on juge quelqu'un. Vous êtes jugé par votre sœur comme ça, par votre frère comme ça, par l'autre personne c'est comme ça, parce qu'on voit des différents côtés. Et donc, la seule réponse est il faut être humble de sa perception, de ce qu'on voit, même de nos yeux, de nos oreilles, on touche. Il y a des couples, il y a une dame, après avoir écouté une consultation privée, cette fois-ci, je n'ai pas rencontré plusieurs personnes. Et je dis que, bon, elle a raconté comme s'il y a quelqu'un qui l'a trahi. Elle est directeur, ils ont une grande entreprise. Elle a un directeur des arts, lui, il est le directeur des finances. Et finalement, il a tout changé, tous à son nom. Et elle n'en a rien, elle n'a plus rien. Et un jour, elle a trouvé, c'est terrible, comment. Et en posant la question, elle n'aime pas beaucoup la finance, elle est un directeur d'art, elle fait bien la peinture. Mais comme elle est toujours paresseuse, à s'occuper de l'argent, et il s'occupe des finances, il s'occupe de ça, beaucoup de choses, sauf les arts. Mais un jour, on a vendu une partie du travail d'art qu'elle a fait, et on doit signer un contrat, elle est aussi paresseuse du signe. Alors il changeait à son nom tous. Mais il n'a pas trahi, il n'a pas trouvé une autre femme et essayé d'usurper tout son héritage. Alors je dis, parce que vous êtes tombé d'un rhinocéros et vous touchez les pattes du rhinocéros, vous êtes tombé amoureux d'un éléphant. Mais en fait, il est un rhinocéros. Il n'a pas la tête comme l'éléphant. Donc,
vous êtes tombé d'amoureux d'un rhinocéros, mais dans votre tête, il est un éléphant. Et lui, il est tombé amoureux de vous. Pour lui, il est tombé d'un magnolia. Vous savez, le magnolia soulangiana ou grandiflora, ici, c'est comme des lotus, mais sur l'arbre. Mais vous êtes un lotus. Un lotus a les pieds dans la boue. Et il ne savait pas que vous avez ce caractère, les pieds dans la boue. Donc, il a choqué. Et il a dit, sœur, ça aide beaucoup. Maintenant, chaque fois, il était sur le point de se divorcer. Ça fait 3 ans qu'ils ont essayé de chercher les raisons pour ne pas... Parce que s'ils se séparent, c'est foutu toute la grande association avec les grandes entreprises. Mais chaque fois qu'elle m'a écrit, chaque fois que je suis furieux, rhinocéros, c'est pas un éléphant, rhinocéros. Il est un rhinocéros très différent de l'éléphant. Et chaque fois qu'il est furieux contre moi, elle a dit, mais tu es tombé amoureux d'un lotus, c'est pas une magnolia. Et donc avec ça, on se calme, on est plus humble et on écoute l'autre. Et c'est comme ça que... Bon, je ne veux pas vous perdre beaucoup de temps. Si vous voulez avoir des questions, je veux bien répondre parce que j'élabore ceci dans les nouveaux départs, dans le hameau nouveau. Ce sera mardi, jour de paresse, à 7h du soir, 7h30, 7h15. Au hameau du bas, à Loubès-Pernac, c'est mercredi, dans l'après-midi. Et hameau du milieu en vietnamien, jeudi. Et pas le hameau du haut, parce qu'il y a des frères très calés sur cela, je n'ose pas toucher. Donc voilà, si vous avez des questions à poser, je suis prête à essayer de comprendre. Je vais vous raconter une autre histoire concernant un couple. La dame est tombée amoureuse de son mari et lui aussi est à l'encontre de tous les obstacles des familles parce que lui il est catholique vietnamien, elle est bouddhiste vietnamien. Mais catholique aussi de tradition comme bouddhiste de tradition ne connaît pas beaucoup du bouddhisme ni du catholicisme. Et puis, il a accepté qu'elle n'est pas baptisée. Et il a vu que la famille de sa femme est très généreuse. Ils ne sont pas riches, mais la sœur a donné de l'argent emprunté sans intérêt pour qu'ils puissent bâtir leur propre maison pour faire ce travail-là. Et pourtant, sa femme n'a pas compris quelques blessures de son enfance, qu'elle n'est pas au courant, sauf jusqu'au jour où il m'a rencontrée. Elle a dit, vous savez, ma sœur aînée a donné beaucoup d'argent pour qu'il emprunte, il construit une autre maison, il a fait ceci, cela. Et j'ai demandé, est-ce qu'il a remboursé ? Oui, tout de suite. Donc, quand il a assez d'argent, il a remboursé. Et pourtant, quand ma sœur aînée est hospitalisée, elle est tombée, l'ambulance l'a emmenée à l'hôpital, et il y a quelque chose qui va avec sa crise cardiaque, dont on doit l'hospitaliser ce soir-là. Et son mari est en voyage, et à la maison, il reste seulement un petit garçon de 4 ans, 5 ans. Et elle a téléphoné de l'hôpital, elle a dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux venir vivre avec mon fils, 5 ans, toute seule à la maison. Il était au lit, bien sûr, c'était un soir, donc le petit est déjà au lit. Mais s'il se réveille au milieu de la nuit, comment on fait ? C'est pourquoi la femme de ce monsieur, son nom c'est Thérèse, disons,
Thérèse a décidé de venir vivre avec le petit-neveu. Et son mari a dit, pas question. De l'électricité, il va dormir et demain, quand on se réveille, tu viens. Les enfants ne se réveillent pas au milieu de la nuit comme ça, tu viens. Et c'est un peu méchant et drôle. Comment ça fait que ma soeur est à l'hôpital, que mon petit-neveu est tout seul à la maison, son père n'est pas là et mon mari ne veut pas que je laisse. Je quitte. Et pourtant, dans le passé, elle est très généreuse sur beaucoup de points de vue. Alors, et il est de plus en plus irrité, le mari. Son mari est de plus en plus irrité. Mais elle ne savait pas non plus, jusqu'au jour où je fais un nouveau départ des deux. Il a dit, bon, à quoi faire de bâtir toute une belle maison et elle est toute seule, elle s'enferme dans sa chambre et je reste toute seule dans ma chambre. Ça n'aide pas. Donc elle est furieuse, il ne veut pas résoudre et puis, bon. Et quand je dis, pourquoi vous avez refusé de laisser à votre femme d'aller soigner le petit-neveu? Pourquoi? Vous devez avoir une blessure. Vous êtes un enfant blessé. À l'âge très jeune comme ça, peut-être vos parents vous ont abandonné. Non? Mes parents ne m'ont pas... Ah oui, mais mon père et ma mère sont tous agriculteurs, agricultrices. Ils travaillent dans les champs très tard. Et les jours d'été, la journée est plus longue, ils sont rentrés, mais les jours d'automne et d'hiver, au Vietnam, c'est plus court qu'ici, parce qu'on est plus proche de l'équateur. Et donc, j'ai resté des nuits toute seule, 4 ans, 5 ans. Il n'y a pas d'électricité pour presser le bouton. Et je dois attendre l'arrivée de papa et maman pour brûler une chandelle ou quelque chose pour une lampe à gaz. Et le petit garçon ne peut pas allumer une telle lampe. Et donc, j'ai resté perdue, avoir peur des fantômes, tant pis pour moi. Et c'est ça que je dois accepter. Et c'est pourquoi sa maman va à l'hôpital, il accepte. Mais c'est un enfant blessé, le monsieur. Et il s'est comporté sans savoir qu'il a un enfant blessé. Ça a l'air comme il est égoïste, qu'il veut garder sa femme avec lui, une grande personne, et laisser le petit garçon, 5 ans, toute seule. Et le garçon a peur des fantômes ou quoi que ce soit, parce qu'il a eu peur des fantômes. Elle est abandonnée toute seule à la maison. Donc maintenant, il pense que c'est normal, que le petit garçon doit attendre. Et donc toutes ces petites choses-là, j'ai demandé, est-ce que vous êtes perdu un peu et dans le noir comme ça? Oui, c'est vrai. Mes parents sont des agriculteurs qui rentrent très tard et j'étais toujours perdue, j'ai peur des fantômes. Et donc ça, c'est des choses à détecter. Et la dernière chose, c'est qu'il y a un couple qui s'est marié pendant 7 ans. Ils ont 4 enfants. Et le mari n'a pas de relation intime comme il faut avec sa femme. Mais il ne savait pas qu'elle a été abusée sexuellement. Quand elle était petite fille, elle a habité avec la tante paternelle et au milieu de la nuit, elle a été réveillée pendant que tout le monde dort et l'abuseur a dit « Je te tuerai si tu pars ». Et elle ne part pas, mais elle a très peur, elle a essayé de se défendre. Et le lendemain, elle n'ose pas parler à son père, mais elle a téléphoné à papa. « Papa, je ne reste plus, je dois rester avec toi ». Et papa a dit « Non, ta maman est décédée, je n'ai que ma sœur, tu dois habiter ma sœur parce que j'habite avec tous les hommes dans un quartier des hommes. Ils fument, ils font des choses, des bêtises, je ne veux pas que tu sois là ». Alors il a essayé de trouver une autre tante maternelle pour qu'elle puisse rester et aussi il a été abusé sexuellement. La 3e fois, finalement, le père a dû louer un appartement à Saigon pour que les papas et la fille habitent ensemble. Alors quand elle
Elle s'est mariée et à cause de ce traumatisme d'être abusée, chaque fois que son mari l'a approchée, c'est toujours quand il a bien dormi vers 4 heures du matin. Et elle, non, parce que c'est le traumatisme d'être abusée qui a poussé son mari. Et finalement, ils ont fait l'amour, mais à contre-cœur. Et le mari fait des recherches de son côté. Avant le mariage avec moi, elle était aussi tombée amoureuse de quelqu'un. C'est un grand amour aussi. Mais maintenant, c'est peut-être chaque fois que je veux dormir avec elle, elle pense toujours à cet homme et n'est pas heureux. Et c'est comme ça qu'elle a une perception erronée sur sa femme. Et il a demandé à sa femme de faire un serment devant le Bouddha. Je n'aime que mon mari seulement. Elle a fait le serment. Je n'aime que mon mari seulement. Je pense à personne d'autre. Je pense à personne d'autre. Et après ça, elle continue à avoir des blessures. Et dans ce cas, il faut demander pourquoi. Je t'ai beaucoup aimé, mais parce que chaque fois que j'ai sollicité une relation intime, tu as toujours refusé. Pourquoi? Et avec humilité, avec gentillesse, vous posez la question et elle a dit, je ne savais pas non plus. Et elle cherche. Peut-être tu penses à ce monsieur, je sais son nom, il est ton ancien amant. Il a dit non, j'ai pensé, j'ai détesté même, parce que ses parents m'ont forcé d'être baptisée. Je n'aime pas être baptisée par force. Alors, mais pourquoi? Mais il n'a pas posé la question à sa femme. Elle ne sait pas pourquoi. Et il a pris des drogues. Et il a un surdose, il est décédé. Et quand elle est décédée, elle est venue en France il est décédé. Elle a passé les vacances en France. Elle m'a raconté, tu sais, j'étais comme une poupée japonaise très jolie. Et c'est aussi à cause de cela que c'est ma misère. Parce que j'ai été abusée plusieurs fois par des hommes étranges, terribles. Et chaque fois. Et j'ai dit, c'est pourquoi tu n'aimes pas avoir des relations intimes? Bien sûr. Et pourquoi tu sais? Et elle m'a posé, est-ce que ton mari t'a toujours sollicité quand tu es en train de dormir? Pourquoi vous savez? Oui, c'est ça, parce que tu as été abusée au moment inapproprié où tu es en train de dormir. Et donc des choses comme ça dans la vie des couples que je vais présenter prochainement, vous allez voir que on peut dénouer tous le malentendu et on peut avoir une vie heureuse. Et la vie de couple à 60 ans ensemble, 70 ans ensemble, comme mes parents, comme les autres couples âgés, peut-être vos arrière-grands-pères ont aussi une vie assez heureuse, mais maintenant on est très vite, si on n'aime pas, on se divorce. Et il n'y a pas la faute, l'Église ne peut pas nous empêcher de se séparer. Et toutes ces facilités, il y a du bon côté, mais il y a aussi du côté qui rend les enfants très malheureux. Voilà. Quelques questions? Parce qu'on a encore un quart d'heure. Le point que je viens de dire, c'est important, c'est la blessure de l'enfant, un enfant blessé. Si vous sollicitez quelque chose à votre partenaire qui a l'air normal, et pourtant elle a refusé, respirez, ne pas montrer votre visage méchant, et dire, je suis très attristée. Il faut que nous regardons ensemble très profondément. Pourquoi tu ne veux pas faire cela? Tu ne veux pas faire cela. Il y a une raison profonde, peut-être une blessure de l'ancien temps. Donc, s'il pose la question comme ça, elle va essayer de penser. Et il y a des couples blessés
par des abus sexuels, on peut surmonter. Il y a des moments où on ne vient pas tout de suite comme ça, on s'assoit, on fait la méditation assise, avec le regard profond. Pourquoi je veux avoir une relation très intime avec toi? Parce que ceci. Et l'autre côté doit dire, oh, je souhaite tellement d'avoir une relation intime avec toi parce que il y a beaucoup de parce que pour expliquer. Et quand tous les deux cœurs sont en harmonie, et même les blessures enfantines, on peut surmonter, on peut échanger jusqu'à la communication formidable. Oui, c'est vrai. J'ai manqué une partie. On m'a proposé de parler les 5 méthodes de mettre fin à notre colère. Bien sûr, je vous ai dit, quand on est en colère, on ne parle pas. On ne montre pas son visage, pas tellement élégant, joli à son partenaire. Mais il y a 5 méthodes de mettre fin à notre colère que le Bouddha a enseigné au temps du Bouddha, il y a 26 siècles avant. Et ce n'est pas le Bouddha qui a donné, c'est Shariputra, un grand disciple du Bouddha. Il a dit que parce que si je lis tout le texte, c'est trop long, mais il y a 5 méthodes. La première méthode, si quelqu'un part très gentiment, mais à l'intérieur de lui, je sais qu'il n'est pas gentil du tout, et je suis en colère contre lui, qu'est-ce que je dois faire? Et Shariputra a dit, illustré comme au temps du Bouddha, bon, et si on est très soif, on ne peut pas boire. Maintenant, vous êtes très soif, mais au milieu de la forêt, vous n'allez pas. On a dit que Shariputra a dit que vous devez enlever les herbes, les branches, et vous buvez directement l'eau du lac. On ne boit pas maintenant comme ça, on n'ose pas. Et donc, c'est pourquoi je ne vais pas raconter, et ce sera long, mais si la personne n'est pas gentille dans ses paroles, elle n'est pas gentille dans ses paroles, mais son cœur est bon. Alors, il y a une façon de débarrasser. On fait attention seulement à son cœur, à ses actes, à ce qu'ils ont fait, sans faire attention à ses paroles un peu maladroites, un peu méchantes, un peu... Ça, c'est la première façon de mettre fin à notre colère. Si quelqu'un a le cœur bon, mais qui part très maladroitement et qui nous a blessés, on peut mettre fin à cette colère. Deuxième façon de mettre fin à notre colère, c'est si quelqu'un part méchamment, pas gentil, plein de vantardise, et si ces actions ne sont pas le premier, c'est il ne parle pas bien, mais son cœur est bon. Le deuxièmement, les paroles sont bien, mais le cœur n'est pas bon. On pardonne quand même. On fait attention à ses paroles seulement, pas à son cœur. Et la troisième façon, c'est que quand quelqu'un, le cœur n'est pas bon, il n'agit pas gentiment, mais ses paroles ne sont pas bonnes non plus. Et pourtant, il a quelques pensées très gentilles. Et il ne faut pas faire attention à ses paroles, ne pas faire attention à ses actions, mais on regarde plus profondément les pensées gentilles de cette personne. Et j'aime prendre l'exemple, illustration de Shariputra. Il a dit comme au temps du Bouddha, si on a marché très long pendant des kilomètres sans eau et sans ombrage, et on est très soif, on est dénoué de fatigue, et il n'y a pas de chance d'aller à un village voisin vers 7 kilomètres de là, c'est trop long,
on va mourir de soif. Et dans la rizière, il y a des pieds des bœufs qui sont assez grands, et il a plu, et toutes les autres surfaces sont asséchées, sauf dans les petits trous. Les pieds de bœuf, environ 10 mm, et comme ça. Et si vous ne voulez pas mourir de soif, allongez-vous, donnez votre langue à lécher de l'eau dans le trou des pieds de bœuf avec un petit peu d'eau seulement. Et ça va vous sauver la vie. Donc, acceptez même de vous allonger, de lécher l'eau dans le trou des pieds de bœuf pour vous soulager. Et comme ça, la personne qui ne parle pas gentiment, qui n'agit pas gentiment, mais qui a quelques pensées de bonté, il faut penser seulement à ces pensées de bonté, comme si on lèche l'eau dans un trou des pieds de bœuf. Et avec ça, on peut pardonner l'autre. Ça, c'est troisième façon. Première façon, c'est les paroles bonnes, mais l'action pas bonne. Deuxième façon, l'action est bonne, mais les paroles ne sont pas bonnes. Et le troisième, même action et paroles ne sont pas bonnes, mais il y a un petit peu de bonté dans ses pensées. On essaie quand même. Et le quatrième, si quelqu'un qui n'est pas bon du tout, qui ne parle pas gentiment, méchamment, si quelqu'un qui n'agit pas gentiment du tout, mais dans ses pensées, il n'y a pas de pensée gentille non plus. Et comment vous pouvez mettre fin à votre colère contre une telle personne? Et Shariputra a dit, bon, une telle personne n'a pas de chance de vivre. S'il est méchant dans les paroles, méchant dans les actions, pas de pensée bonne du tout, spirituelle bonne du tout, il n'a pas d'avenir. Et si tu es la seule personne de le sauver, il faut l'aider. Parce que ta compassion n'est pas suffisamment grande, tu ne peux pas l'aider. Il va mourir dans la misère, dans le terrorisme, dans beaucoup de choses très, très, très dures. Mais tu es la seule personne qui peut être compatissant vis-à-vis d'elle. Et donc, si on pense de cette manière, on peut éteindre sa colère et on peut approcher l'autre pour trouver des moyens pour l'aider. Et le cinquième méthode de mettre fin à la colère, c'est que quelqu'un est si bon, il parle gentiment, il agit gentiment, et son cœur est plein de bonté, mais on ne l'aime pas parce qu'on est jaloux. Parce qu'on est jaloux. Et si tu es jaloux à une personne formidable comme ça, tu es stupide. Il faut apprendre à aimer une telle personne, c'est la cinquième méthode. Donc 5 méthodes à mettre fin à votre colère. Et c'est ça le sutra que normalement, si vous avez une retraite de 21 jours ou 2 semaines, vous pouvez lire ça. Mais comme il y a seulement 5 jours ou 1 semaine, mais il y a l'arrivée et le départ, on n'a pas beaucoup de temps pour partager. C'est pourquoi je partage ça pour vous. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Parce que normalement, Sertao doit être traduit en vietnamien pour moi. C'est pourquoi je dis, si je parle très vite, c'est comme ça que je vais parler. Alors, elle a remarqué que j'ai oublié de partager les 5 façons de mettre fin à notre colère, d'après Shariputra, un disciple de Bouddha. Voilà, on a d'autres jours encore à être ensemble. Vous avez encore jusqu'à vendredi, ou même à la fin, la deuxième semaine, quatrième semaine, ce sera le 2 août. On écoute les 3 sons de cloche.
Excusez-moi, j'ai encore un peu ajouté. Si vous n'avez pas Sœur Tiang Khong à côté ou une troisième personne à vous écouter des deux côtés comme ça, vous pouvez inviter un membre de la famille ou un garçon qui est votre fils aîné qui a l'air mature, assez bien, qui ne prend pas parti du côté de papa ou de maman. On peut demander à une troisième personne comme le fils aîné ou comme un parent, que tous les deux côtés, on a beaucoup de confiance. Et on peut faire l'intermédiaire pour exprimer nos ressentiments d'une façon aimante, avec les paroles aimantes. Parce que quand on est furieux, c'est pas facile d'exprimer d'une façon aimante à l'autre. Et donc, la troisième personne peut être là. Ça veut dire que papa veut dire ceci, ceci, ceci. Ça veut dire que maman veut dire ceci, 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 d'une façon très gentille, sans accuser.